Bonjour. Aujourd'hui, à Pierre de Sorel en santé pour ses usagers, nous parlons avec Mme Mélissa Giroux. Elle est chef prévention et contrôle des infections. Et auparavant, nous parlons du droit des usagers avec le président du comité des usagers dans Pierre de Sorel, M. Claude Imbeau. Claude Imbeau, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un usager dans Pierre de Sorel? Armando, grosse définition à donner. D'abord, on est 50 000 de population dans Pierre de Sorel et pour moi, tout le monde sont des usagers potentiels. Okay. Alors, c'est sûr que si on commence à faire juste le décompte de ceux qui sont dans des résidences ou dans des hôpitaux, c'est pas ce même nombre-là, mais il reste que quand on parle d'un usager, donc, c'est monsieur et madame, tout le monde, qui à un moment donné ou l'autre va... C'est ça. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de... Okay. C'est tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Vous, comme président du comité des usagers, c'est quoi votre mandat? Bien, notre mandat, ensemble, on est composé d'abord de 9 membres. Les 9 membres, ce sont des bénévoles, bien entendu, dont leur mandat, c'est de promouvoir, si on veut, l'ensemble des services que l'on peut donner dans les services, soit dans les LC ou avec les résidences ou avec l'hôpital. Ensuite, c'est d'évaluer ensemble, c'est de renseigner les gens sur ce qui se passe, c'est des diriger vers les endroits où, comme par exemple, s'ils ont une plainte à formuler. Alors, ce sont ces éléments-là de mandat que nous avons. Là, vous venez de parler de plainte, qui est, ce qu'on comprend, un des 12 droits des usagers. Oui. Qui est fondamentalement le fondement de votre mandat. Oui, bien oui. C'est que notre mandat, quand on dit qu'on représente les usagers, c'est qu'on les représente surtout au niveau des services. Okay. Au niveau de la possibilité d'utiliser les services qui existent un peu partout. On n'est pas là pour défendre, si on veut, entre guillemets, l'administration. Okay. On est là beaucoup plus pour aider les gens à utiliser les meilleurs services qu'on peut nous donner, parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que le centre de Sorel-Tracy, il y a quand même d'excellents services qui sont donnés. Alors, c'est dans ce cadre-là. Au travers, parce qu'on a parlé de droits, on a parlé de 12 droits. Pouvez-vous nous élaborer sur les 12 droits des usagers? Les 12 droits, d'abord, si on regarde, quand on dit que j'ai le droit de savoir ce qui m'arrive, j'ai le droit d'être soigné, j'ai le droit de décider ce qui va se passer avec moi, c'est que l'ensemble des 12 droits, quand ils ont été écrits puis qu'ils ont été déposés, c'était justement de voir tout ce qu'un usager peut avoir droit et de ne pas avoir droit. Alors, automatiquement, il s'agit que ces 12 droits-là soient respectés. C'est sûr qu'on les affiche un peu partout, on informe les gens. Il y a un dépliant prochainement qui va être envoyé dans toutes les résidences à travers tout le territoire de la Sorel-Tracy, alors dans la semaine des usagers, là, au mois de septembre. Alors, automatiquement, les gens, puis dans les journaux, à toutes les semaines, à la télévision, sur le web, vous pouvez retrouver, en fait, les 12 droits puis tout ce que vous avez droit. Est-ce que le comité des usagers n'est pas un syndicat des usagers? Pour défendre... Parce que tantôt, vous avez abordé le fait de la direction, on sait,
OK, que, bon, les budgets du comité des usagers proviennent Oh oui. de l'établissement, mais en même temps, du- vous défendez les usagers. Il n'y a pas... Non, comment est-ce que vous conciliez ces deux aspects-là? Bon, disons que tout d'abord, le comité, en étant autonome, c'est un comité qui est là pour représenter les usagers. On n'est pas là pour représenter la direction, on est là pour représenter les usagers. Donc, les usagers, c'est monsieur, madame, tout le monde, comme on l'a dit au tout début. Alors, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous essayons de respecter, pour ça qu'on parle des 12 droits, de respecter les 12 droits qui nous sont alloués, puis qui sont alloués à l'ensemble des usagers, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de malaise, tenant compte que le budget que nous avons de mode pour le fonctionnement sert aussi pour les 3 résidences que nous avons sur notre territoire. Parce que ces 3 résidences-là, ça regroupe à peu près 420 personnes, les 3. Alors, automatiquement, nous, on est là pour supporter ces gens-là. On est là pour appuyer les gens, on est là pour les accompagner. Si, par exemple, un usager fait une plainte, on est là pour l'accompagner. C'est sûr que ce n'est pas nous qui va régler la plainte. Notre mandat, ce n'est pas de régler, c'est de faciliter, par exemple. C'est d'amener les gens à utiliser les bons services. C'est quoi les principaux défis, là, parce que dans Pierre de Sorel, comme comité des usagers? Bien, pour moi, le principal défi que l'on a, puis ça, c'est tous les jours, c'est de s'assurer que tous les services que nous avons actuellement peuvent être améliorés, parce qu'il y a toujours place d'amélioration. Deuxièmement, c'est qu'il y a peut-être des services que, lors de la fusion, qui sont disparus pour des bonnes raisons économiques ou autres, et de revoir avec les gens décideurs, est-ce qu'il c'est à penser qu'on peut ramener certains services, parce qu'il y a des normes d'établir, on ne connaissait pas toutes les normes, mais il faut dire que depuis qu'il y a eu la fusion, bien, il reste qu'il y a un certain nombre de comités qui ont été créés, et nous, le comité des usagers, on participe sur ces comités-là, justement, pour être aidants à ce niveau-là. En termes de moyens, Oui. concrètement, Oui. pour les gens, là, l'usager là, qui est chez lui, là, c'est quoi? C'est de l'information? C'est des annonces dans les journaux? Ah, comment on peut le rejoindre? Ouais. Bon, c'est sûr. Comment vous vous assurez d'être visible? Bon. D'être visible, bien, c'est sûr que c'est par le moyen de, comme on fait aujourd'hui, cette émission-là qui va avoir une douzaine d'émissions. Ça accorde bien avec les 12 droits. Deuxièmement, il y a la radio. On a des capsules à la radio. Troisièmement, il y a les journaux. Il y a la télévision, le web. Il va y avoir une campagne de publicité qui va être faite au mois de septembre où on va avoir dans toutes les régions, en fait, au niveau de la MRC, des panneaux à toutes les places. On va indiquer les 12 droits. C'est sûr que vous venez à l'hôpital, c'est sûr que vous ne vous promenez pas en regardant tout ce qui est écrit sur les murs, mais il y a assez d'informations qui est là pour que le citoyen ou l'usager soit bien informé. C'est sûr que, comme quelqu'un me disait l'autre fois, aller à l'hôpital, c'est pas agréable. Même si on va visiter des gens, c'est toujours, on se dit, on va-tu ressortir de là avec des maladies ou autres. Je pense qu'il faut être capable de regarder l'ensemble et de se dire, c'est un service qui nous appartient, c'est un service qui est à notre portée, donc c'est à nous à bien l'utiliser, mais c'est à nous aussi de s'assurer qu'on va être bien respecté là-dedans. Le comité des usagers, est-ce que c'est juste dans Pierre de Sorel? Non. Le comité des usagers, il y en a partout au Québec. Si je regarde ici, là, nous autres, c'est la Montérégie-Est. Il y a 4 comités des usagers. Il y a celui, en somme, de Saint-Hyacinthe, de Pierre-Boucher, Sorel-Tracy, puis comité section jeunesse. Alors, ces 4 comités des usagers-là se réunissent une fois par mois, qu'on appelle le QC. Et de QC, on appelle le QCIM, parce qu'à ce moment-là, ça rejoint tous les membres de différents comités. C'est quand même une structure importante. Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est inscrit dans la loi. Oui, la loi 10. C'est dans la loi 10. Donc, c'est une obligation gouvernementale. Oui. D'avoir des comités des usagers. Bien, d'avoir des comités des usagers, je ne dis pas que c'était une obligation, mais c'était une forte recommandation. Mais il reste que ces comités-là, il fallait qu'il y ait comme l'égalité, que ce soit des comités autonomes. Que ce ne soit pas des comités dépendants d'une structure à quelque part. C'est des comités qui, à ce moment-là, sont composés de citoyens ou de citoyennes, de gens de service, comme nous, en fait, on a au niveau des aînés, on a au niveau du CLSC, on a au niveau de différents documents et de différents comités aussi, mais il reste que on n'est pas redevable à l'administration de l'hôpital, mais on doit travailler. C'est du partenariat qu'on fait. Donc,
Donc, au niveau de ce qu'on appelle le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est, ce que vous nous Oui. dites, c'est qu'il y a 3 comités des usagers. Oui. Et il y a un autre comité Ce qu'on appelle le QC. qui chapeaute. Puis le QC, c'est le QSIM. Puis le QSIM, c'est le RPCU. Comment vous faites pour être entendu par la direction au travers toute une structure comme celle-là? Ben, C'est pas un d'abord. peu lourd? Hein? C'est pas un peu lourd. Ben, Soyons réalistes, là. Ben, soyons. Tu sais, je me dis, ça dépend comment on le voit. Moi, personnellement, je trouve ça, bon, une certaine lourdeur, mais il ne faut quand même pas exagérer. Il s'agit de bien comprendre la structure. Parce que quand on arrive comme un bénévole dans cette structure-là, il y a tellement de paliers qu'il faut être capable de comprendre où on doit se situer, nous. Parce qu'il y a des endroits qu'on n'a pas à être, là. Tu sais, moi, j'ai pas à décider au niveau, par exemple, de la salle d'opération, qu'est-ce que ça leur prend ou des choses comme ça. Mais ce que je dois m'assurer, par exemple, que les gens qui ont à subir des opérations, bien, ils sont bien traités, ils sont bien respectés, on leur donne le maximum, tout ça. Ça fait partie de notre mandat. Mais on va pas se mettre le nez là pour voir si c'est correct ou pas. Ça dépend de ce que les gens nous disent. Et ça, moi, je pense que si je regarde à Sorel-Tracy, on n'est pas une des places qui a le plus de plaintes au niveau des services qui est donné à l'hôpital. Parce que comme quelqu'un m'avait déjà dit, rentrer à l'hôpital, c'est pas facile parce que c'est l'urgence, c'est long, bon, tout ça. Mais après qu'on est rentré, les services sont impeccables. Puis pour l'avoir vécu, moi, personnellement, c'est vrai. Est-ce que vous croyez que la population connaît les comités des usagers? Peut-être pas suffisamment, là, parce que c'est pas un comité qu'on a à appeler ou à utiliser tant qu'on n'a pas quelque chose de spécial. Vous savez, quand ça va bien, là, bon, je ne dis pas qu'on s'en intéresse pas, mais c'est pas une préoccupation. Mais quand on a un problème, moi, je regarde, ça fait une couple de téléphones que je reçois en me disant, bon, écoutez, moi, j'ai un problème là, avec ma mère, puis tout ça. Bon, là, j'y explique la formule, puis là, je les réfère à notre bureau en disant, communiquez là. Si vous allez à l'hôpital, il y a des formulaires, vous pouvez les compléter. Mais, tu sais, il reste que, moi, j'invite les gens, en tous les cas, je leur dis, ayez pas peur. Si vous avez une plainte à faire, faites-la. Tu sais, des fois, les gens vont dire, on a peur à des représailles ou des choses comme ça. Oubliez ça. Tout est confidentiel, de toute façon. Vous êtes une personne engagée. Qu'est-ce qui vous motive? Moi, qu'est-ce qui me motive? D'abord, premièrement, c'est d'être aidant au niveau des gens que, moi, m'ont aidé aussi, puis qui m'aident encore. Deuxièmement, c'est de m'engager dans un domaine où la santé, c'est un domaine important, peut-être à cause de l'âge, mais il reste que... Vous vous êtes senti appelé? J'ai à votre âge? Je me suis senti appelé parce que je suis quelqu'un qui aime rendre service, puis qui aime aussi, qui est engagé dans sa communauté. Et je me disais, bon, c'est un milieu dans lequel on peut apporter notre aide avec nos quelques connaissances que nous avons. Alors, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a appelé, c'est d'être au service des gens. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir accompli? Parce qu'à un moment donné, si tout ça va... Bien, d'abord, premièrement, quand j'ai pris la présidence du comité, ce qu'on m'avait demandé, c'est de consolider le comité. C'est ce que l'on a fait. Deuxièmement, c'est de voir, parce qu'on a 3 résidences sur le territoire, dont 2 résidences sont bien structurées, mais une 3e qui est à faire, donc d'avoir comme deuxième objectif de... Donc, vous voulez consolider tout ça. Et aussi, par des événements qu'on a organisés, comme cette année avec le docteur Lamontagne, là, des choses comme ça. On arrive à la fin. Oui. Alors, le mot de la fin, Claude Imbeau? Bien, le mot de la fin, d'abord, merci d'avoir organisé cette série d'émissions de télévision. Merci à ma TV, merci à vous, M. Dano, d'avoir consacré votre bénévolat parce que vous êtes sur le comité, vous aussi. Et comme vous vous occupez des communications, vous jouez superment bien votre rôle. Et troisièmement, bien, merci à la population, puis ne vous gênez pas. Vous pouvez appeler au 450-746-6008 et vous demandez M. Guimont. Et à ce moment-là, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Claude Imbeau, je vous remercie. Merci.
On reçoit Mélissa Giroux, chef de prévention des infections au CISM. Mme Giroux, bonjour. Bonjour. Vous, êtes-vous la spécialiste de la petite guenille? Bon, en fait, on nous appelle les spécialistes les Madame Bibite ou Monsieur Bibite pour quand on a des gars dans notre équipe. Oui, tout à fait. Ça consiste à quoi, la prévention et le contrôle des infections? Alors, la prévention et le contrôle des infections, c'est de s'assurer essentiellement que nos usagers, quand ils rentrent dans nos établissements de santé, n'acquièrent pas un micro-organisme de l'extérieur qui pourrait les rendre plus malades qu'ils sont. OK. Ce qu'on entend souvent, là, c'est assez difficile. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Oui, essentiellement, c'est celle-là qui fait plus de dommages ou ce qu'on est plus malade et même cause peut aller jusqu'au décès. Alors, c'est celle-là là, qu'on entend plus souvent, effectivement. Parce que vous avez parlé d'usagers, mais est-ce que, là, on parle de l'ensemble des personnes, que ce soit des visiteurs, que ce soit des gens qui viennent pour requérir des services. Mais est-ce que ça inclut le personnel aussi? Oui, tout à fait. En fait, notre service et conseil en support, en fait, à l'organisation, donc à tous les services et les usagers là, de l'organisation. Mais on va surveiller là, essentiellement les infections chez les usagers. Mais la protection, on va le faire là, au niveau de l'organisation, au niveau des 13 000 travailleurs, au niveau des usagers, les visiteurs. OK, donc c'est pas juste les usagers, c'est pas juste les non, personnes? Tout à fait. Bien, se laver les mains, parce qu'on voit beaucoup de dispensateurs, est-ce que c'est réellement nécessaire ou c'est juste psychologique? Non, en fait, ce n'est pas psychologique. Ça l'enlève si on augmenterait le taux de conformité d'hygiène des mains de 20 on diminuerait dans nos hôpitaux de 40 le taux d'infection. Donc, c'est vraiment majeur et c'est la meilleure façon de prévenir les infections dans nos organisations. Donc, c'est réellement, si vous passez l'expression, c'est réellement une négligence, appelons-la comme ça, des gens qui, pour toutes sortes de bonnes raisons, ne se lavent pas les mains en rentrant à l'hôpital. Bien, comme vous l'avez mentionné, là, il y a plusieurs raisons là, qui nous ont été soulevées. Manque de temps, oubli fréquent, plusieurs tâches à effectuer en même temps, là, ce qui fait qu'il y a des gens qui omettent de se laver les mains. Mais si on vient, par exemple, 1 heure à l'hôpital, c'est quoi, c'est se laver les mains à tous les demi-heures? Bien, ce qu'on demande aux visiteurs, c'est de se laver les mains, aux usagers, de se laver les mains avant d'entrer et en sortant dans un établissement de soins. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Après avoir été aux toilettes, parce que les micro-organismes, la plupart viennent des matières fécales. Donc, de se laver les mains aussi avant de manger, avant de porter la main à la bouche, c'est bien important. Ça permet d'éviter. Donc, on ne peut pas mettre un temps, mais en fait, c'est des actions qu'on fait. OK, trop est pratiquement mieux que pas assez. Effectivement. Et le masque, lui, là-dedans? Le masque, là, c'est surtout l'hiver. Présentement, on n'est pas la période froide, mais quand l'hiver s'installe, la grippe arrive. Donc, le masque, quand on tousse pour éviter d'envoyer des micro-organismes dans l'environnement ou de contaminer là, notre famille, c'est essentiel. Ça évite que les gouttelettes puissent se propager puis transmettre le micro-organisme qui est dans la gouttelette. Okay. Donc, un hôpital sans risque, essentiellement, ça n'existe pas. Bien, dans le monde entier, nous n'en avons pas trouvé parce que des micro-organismes, on en a sur nous aussi. Donc, on en transmet quand on va dans l'environnement et dans l'environnement, il y en a. Donc, on ne peut pas avoir des hôpitaux sans risque, mais on peut essayer de diminuer leur risque. Mais vous, là, comment vous gérez ça, le risque? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'aversion au risque, il y a des gens qui n'ont pas d'aversion au risque. Mais vous, là, vous gérez ça comment, le risque? Bien, en fait, comme je mentionnais, une des principales activités du service de prévention et contrôle des infections, c'est d'aller surveiller sur le terrain. Donc, en collaboration avec le laboratoire, on a des microbiologistes aussi. On surveille, on est un peu comme des enquêteurs de la police. On va recevoir des données donc du laboratoire qu'il y a des micro-organismes qui sont dans notre environnement, puis on va aller voir là, qui sont touchés, puis comment faire pour les prévenir, pour que les gens puissent ne pas avoir des micro-organismes. Donc, s'il y a des gens qui, par exemple, on détecte une infection, nécessairement, c'est répertorié tout à fait par la microbiologie, puis automatiquement, vous en êtes informé. Oui. Donc, on débute une enquête, puis on va s'assurer de limiter là, la transmission du micro-organisme en question. Donc, c'est quasiment un job d'enquêteur aussi. Tout à fait. On peut se considérer comme un escouade tactique, mais avec des... En fait, les policiers, ils voient les malfaiteurs, mais nous, on ne les voit pas, les micro-organismes. Donc, c'est plus difficile. On ne voit pas, donc c'est plus difficile de convaincre les gens aussi d'intervenir pour... parce que quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui, sur la base, n'est pas dangereux. Les gens peuvent dire, vous vous énervez pour rien.
Bien, tout à fait. On ne les voit pas. Puis des fois, il y a des micro-organismes non plus que les gens ne sont pas malades. Quand on est quand même relativement en bonne santé, ça ne nous rend pas nécessairement malade. Donc, c'est plus difficile aussi pour les visiteurs, les usagers, le personnel, là, de comprendre qu'on peut rendre malade quelqu'un avec quelque chose qu'on ne voit pas. C'est plus l'été ou C'est plus ça, l'hiver? En fait, l'hiver, on a la grippe là, qui se transmet, puis des pneumonies. Donc, les médecins vont donner des antibiotiques. Puis quand on donne des antibiotiques, bien, ça donne la résistance là, qu'on voit de plus en plus apparaître, des micro-organismes qui sont résistants. Donc, oui, il y a plus de transmission, premièrement parce que nos urgences sont plus bondées. Donc, plus de monde, plus de transmission environnementale. Fait que oui, on va voir là, généralement plus apparaître les micro-organismes plus pendant l'hiver, là, la période octobre à mai, là, je vous dirais. Mais quand vous avez, moi je pourrais dire ça, donc, un événement, une urgence, disons, une urgence infectieuse, appelons-la comme ça, là. Est-ce qu'il y a des mécanismes de déclenchement? Est-ce que c'est des automatismes ou est-ce qu'il y a des normes? Oui, en fait... Ou est-ce que vous décidez, excusez, est-ce que vous décidez de vous-même? Non, en fait, nous, on a des balises, des algorithmes, on a des fiches techniques. Le ministère a écrit des grandes lignes. Nous, à l'interne, on s'est fait des fiches techniques, des plans de gradation de mesures. Donc, comme je vous parlais tantôt, le laboratoire nous envoie des données. Nous, on les traite. Quand on a plus que 2 patients pour un micro-organisme donné, on va mettre d'autres mesures en place. Ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'unité quand on voit qu'on n'est pas capable de contrôler l'environnement. Parce que vous savez, un micro-organisme comme la gastroentérite, ça peut rester dans l'environnement 12 jours. Okay. Donc, s'il n'y a pas eu le bon nettoyage à la bonne place, donc on va mettre des paramètres puis des outils pour limiter. Oui. D'entrée de jeu, on faisait de l'humour avec les guenilles, oui. Mais fondamentalement, ce qu'on comprend, c'est que si dans un endroit, c'est une zone à risque, le moyen, c'est le nettoyage. Effectivement. L'hygiène des mains, comme on n'a pas un taux de conformité à 100 les usagers, les visiteurs, les travailleurs de la santé, donc hygiène et salubrité devient là, essentielle dans le contrôle environnemental pour pouvoir enrayer les micro-organismes parce qu'on touche partout. Donc, hygiène et salubrité là, devient un allié là, très, très, très important. Faire des outils, des fois, nettoyer une surface, on n'a pas la même force physique. Okay. Donc, de bien nettoyer, on va aller passer, on appelle un petit écouvillonnage, on va regarder voir s'il y a un micro-organisme dans l'environnement, puis on va rectifier. Est-ce qu'il y a des normes, des certifications? Au niveau de la prévention des infections, les conseillers en prévention des infections ont eu des formations. Il y a l'Agrément Canada qui viennent nous certifier. Il y a un cahier de normes organisationnel au niveau de la prévention des infections parce que la prévention des infections devrait être attribuable à tous, les travailleurs, les visiteurs, tout le monde devrait être sensibilisé à la prévention des infections. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'Hôtel-Dieu est agréé par Agrément Canada. Exactement. Oui, non, vous ne vous trompez pas. Donc, l'Agrément Canada a agréé l'Hôtel-Dieu de Sorel au niveau de la prévention des infections. On a des normes provinciales canadiennes, donc qu'on applique. Puis, je vous dirais même au-delà, là, ce qui fait qu'on a un taux quand même assez bas. C'est difficile là, comparativement à nos collègues. Vous avez une grosse équipe? Ici, à Sorel, c'est une petite équipe. Donc, c'est 2 conseillères, puis 2 conseillères et demie, là, qu'on pourrait dire, et moi-même qui est partagée là, dans les 2 autres centres hospitaliers. Puis, comme on disait, la prévention des infections, c'est l'affaire de tous. Donc, vous couvrez à la fois l'Hôtel-Dieu et les 3 CHSLD? Oui, tout à fait. Oui. Les CLSC aussi. En fait, on est en support. Il y a des RPA aussi qui vont nous appeler. RPA. Qui est des résidences de personnes âgées. Okay. Donc, dans la communauté, on peut avoir des appels aussi, puis on va soutenir les gens. Là. On a des références, on est capable d'aller chercher de la littérature, on fait de la revue littérature pour pouvoir soutenir aussi les gens dans la communauté. On parlait de gestion des risques tantôt. Là. Vous, personnellement, c'est quoi les principales qualités que ça prend pour être chef de prévention des infections? C'est quasiment une entrevue d'embauche, là. Mais... Oui, c'est quasiment ça. Alors, les principales qualités pour... Parce qu'il ne faut pas être nerveux. Non, il ne faut vraiment pas être nerveux parce qu'en fait, on est toujours en urgence à chaque jour. Comme je vous disais, on est des enquêteurs et puis, on a des micro-organismes qui popent. Il faut qu'on soit capable de réagir rapidement. D'être un leadership mobilisateur, je crois, pour emmener les gens
à se rallier à la prévention des infections, à l'intégrer aussi au quotidien, à trouver, être créatif, à trouver des façons de faire différentes pour pouvoir changer les comportements. Parce qu'il peut arriver, nécessairement, excusez l'expression, on ne vous croit pas, mais ça s'énerve. Oui, oui, tout à fait. Bien, en fait, il faut avoir des preuves aussi. Il faut avoir une rigueur scientifique pour pouvoir convaincre les gens là, à changer de comportement puis pouvoir adopter là, des bons comportements de prévention. OK. Donc, en réalité, c'est la rigueur. Oui, tout à fait. C'est la rigueur et le jugement. Oui, avoir un bon jugement, la rigueur, du leadership mobilisateur, en fait, mobiliser les troupes à changer de comportement. Fait qu'on pourrait résumer ça en trois façons, oui, en trois catégories. On arrive au terme de l'entrevue. Le mot de la fin, Mélissa Giroux, si vous aviez un message à livrer aux gens en termes de prévention, trouvez-vous que les gens sont trop négligents, par exemple? Bon, en fait, on ne pourrait pas dire qu'ils sont négligents. Peut-être qu'on n'a pas eu tant de formation dans le passé, puis dire que chaque personne est porteur d'un micro-organisme. Alors, l'importance de se laver les mains prend tout son sens, surtout quand on vient visiter des usagers là, dans les centres hospitaliers. On peut emmener des micro-organismes qui peuvent emmener les gens plus malades qu'ils sont. Donc, se laver les mains, la prévention des infections, c'est l'affaire de tous. Et puis, je vous invite à augmenter votre hygiène des mains. Puis, c'est ce que j'ajoutais. C'est ça. Écoutez, on vous remercie à ce passage à Pierre de Sorel en santé pour ses usagers. Ça fut un réel plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Merci.